Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Président des Cahiers Verts de l'économie. Cette année a été signée sous le sceau de la géopolitique, qui est revenue au premier plan de toutes les angoisses, toutes les inquiétudes et de toutes les interrogations avec cette guerre en Ukraine. Et pour vous, votre conviction, c'est que ce n'est pas une année atypique, c'est loin d'être terminé. On est rentré dans une forme de conflictualité du monde. C'est ça votre thèse? Oui, c'est la conflictualité du monde, beaucoup plus que la rareté, parce qu'on parle souvent de l'économie de la rareté aujourd'hui, mais en fait la rareté n'existe pas vraiment depuis 2 siècles en économie de marché. En revanche, la conflictualité peut générer des phénomènes de rareté, mais des phénomènes purement politiques, notamment dans le domaine de l'énergie. On a une conflictualité tous azimuts, c'est vrai. On a une conflictualité entre les nations, avec la renaissance, effectivement, de passions impériales qui viennent en Russie, où le chef d'État nous parle de Novorossia, c'est-à-dire un mythe, en gros, de l'histoire russe, grosso modo. On a la Turquie aussi qui manifeste des velléités impériales. On a l'Iran qui manifeste aussi. On a eu quelques... Mais je suis un peu moins inquiet là-dessus. Mais enfin, on a quand même eu quelques manifestations venant de la République populaire de Chine aussi, dans la région, on va dire. Donc, il y a des passions impériales. Et le fait que... je pense que la baisse de la croissance potentielle dans le monde, plus les problématiques liées à la transition énergétique et la transition climatique, risquent d'exacerber ces problèmes de nature géopolitique. Il y a une interconnexion d'ailleurs entre le risque climatique, le risque migratoire, le risque économique, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité alimentaire, il va y avoir beaucoup de migrations liées au réchauffement, il faut quand même bien le dire. Il y a des risques technologiques. Il y a des risques aussi, il y a une transition démographique avec le vieillissement qui est un phénomène mondial et qui va toucher, et qui touche déjà, mais qui va toucher très fortement un pays auquel on n'était pas vraiment habitué, c'est-à-dire la Chine. Donc en fait, il y a une interconnexion entre tous les risques technologiques, les risques climatiques, les risques migratoires, les risques démographiques, avec des risques sociaux, politiques, le tout dans un environnement où les démocraties reculent. Alors, en termes de conflictualité, je crains aussi qu'il y ait une conflictualité entre les générations, parce qu'il y a le problème de la dette, le problème du climat, c'est pas la même chose. Il y a aussi une conflictualité entre les nationaux et les migrants, qu'on voit un peu partout, parce que les phénomènes migratoires n'ont pas été très très bien gérés au cours des dernières décennies, notamment en Europe, mais pas seulement. Et ça, c'est une conflictualité qu'on a vue d'ailleurs lors des élections au mois de septembre en Italie ou en Suède, par exemple. La Suède, qui avait plutôt bien géré les phénomènes migratoires sur l'après-guerre, là a été manifestement dépassée par les événements. Et puis, il y a une conflictualité entre les salariés et les actionnaires. Parce que si on a à cause du vieillissement notamment, si on a une raréfaction de l'offre de main-d'œuvre, il peut y avoir aussi un certain nombre de tensions sur le partage de la valeur ajoutée. Et puis ça s'est déjà manifesté parce que la hausse de la distribution, enfin de la partie de la valeur ajoutée distribuée aux actionnaires a tendance à se stabiliser, même un petit peu s'inverser en ce moment. Donc il y a des sources Comment on surmonte ces conflictualité quand on est en démocratie? Et d'ailleurs, puisqu'il y a ce match entre démocratie et régime autoritaire. Alors, exactement, c'est ça, c'est un match. Et alors, pour l'instant, je dirais, je ne suis pas trop négatif. Il est indéniable, d'après les think tanks américains qui suivent ça de très près, le nombre de démocraties diminue depuis 2005-2006, notamment les études American Freedom. Alors qu'on avait espéré, après la chute du mur de Berlin dans les années 90, etc., que le modèle, on va dire, libéral, démocratique s'étendrait un petit peu partout. Bah non, manque de chance, c'est pas le cas. Donc il y a un match, pour l'instant, que les démocraties ont tendance à perdre, mais à partir d'un haut niveau quand même, parce qu'en 2006, la démocratie n'a jamais été majoritaire dans toute l'histoire de l'humanité. Même sous l'Antiquité, on parle souvent de la démocratie dans la Grèce ancienne, etc., mais c'était archi minoritaire. Puis en plus, c'était pas une démocratie parfaite, puisqu'il y avait les esclaves. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans toute l'histoire, là, jamais, et il n'y a pas de retour à la moyenne dans ce domaine, donc c'est pas la peine d'espérer. Alors, dans ce match, je dirais que les démocraties sont assez impuissantes, quand même. Même par rapport à leurs ambitions vertueuses, par exemple, le respect des accords de Paris, la transition climatique, ils n'y parviennent même pas. Alors, ils sont paralysés par toute une série de choses, notamment par la judiciarisation, je trouve, qui est très forte dans tous les pays. Le fait qu'on transfère aussi le pouvoir à des autorités, par exemple en France, autorités administratives indépendantes, à l'Europe.
avec l'éloignement du citoyen, les lobbies, les corporatismes, qui fragilisent et qui paralysent en quelque sorte l'action politique, je trouve que c'est particulièrement marquant. Et puis les minorités très actives qui empêchent d'avancer sur un certain nombre de points. Donc tout ça, c'est pas très bon quand même. Ceci étant, les systèmes dits non démocratiques, si je prends 2022, mais j'aurais pu prendre les dernières années, ne réussissent pas trop non plus. Parce que regardez, par exemple, prenons la Chine. Xi Jinping, pour la première fois en 10 ans, est un petit peu tangué en ce moment par zéro Covid. Il est en train de reculer, puisque l'économie chinoise est en train de se réouvrir avec allègement des. Exactement. Ce qui veut dire que d'ailleurs, contrairement à tous les discours qu'on a entendus, c'est pas un régime ultra totalitaire. Je veux dire, il écoute quand même ce que disent les gens. Donc il y a ça, mais la Russie, alors ne parlons même pas du fiasco total de Poutine, qui a fait reculer son pays de plusieurs décennies, je le crains fort pour ce pauvre peuple, parce que franchement, je me suis rendu 3 fois en Russie, mais je trouve que c'est vraiment un peuple maudit pour du XXe siècle, et ça commence vraiment pas bien pour le XXIe. Ça avait commencé en 1905 avec la première révolution russe et surtout la guerre nippo-russe, puis la révolution bolchevique, la première guerre mondiale, le goulag, les meurtres de Staline, la deuxième guerre mondiale. Enfin, c'est horrible ce qui est arrivé à ce peuple, et encore à nouveau il régresse, mais on voit que l'Iran des mollahs n'est pas en bonne forme non plus, voilà, sur le plan de son autorité intérieure, et puis Erdogan aussi est en grosse difficulté. D'ailleurs c'est intéressant, il y aura des élections l'année prochaine en Turquie, sachant que c'est pas un pays démocratique, mais c'est pas un pays non plus où le degré d'autoritarisme est aussi marqué que les 3 autres. Donc voilà, et qui connaît beaucoup de difficultés. Alors il a connu quelques succès diplomatiques, mais enfin au niveau intérieur, c'est franchement pas terrible. Donc les systèmes. Quelles conséquences, pardon Jean-Pierre, quelles conséquences de tout ce qu'on dit là qui est passionnant sur la marche économique du monde sur 2023 ? La marche économique du monde, elle suppose quand même Alors je voulais juste finir pour dire que les démocraties cette année, finalement, on avait dit qu'il y avait des risques pour la France, qu'il y aura des risques pour l'Italie, avec la victoire de Meloni, qu'il y aura des risques pour le Brésil, qu'il y aura une guerre civile entre Bolsonaro et Lula, que les midterms se passeraient très bien, que ce serait une victoire de Trump. Non, il y a une limite à la radicalisation politique effective aussi. Ça, c'est la bonne nouvelle relative par rapport aux craintes qu'on avait jusqu'à présent. Donc, je dirais que c'est match nul. Voilà, les démocraties sont mal en point, mais c'est plutôt match nul. Alors, quelles conséquences ? Par exemple, prenons en compte la transition climatique, dont on nous rebâche les oreilles matin, midi et soir. La transition climatique, elle appelle une coordination internationale. Parce que sinon, elle n'est pas efficace. Elle appelle des financements très importants. Elle appelle plein de trucs. Mais par exemple, la justice climatique, ça consiste à dire, de la part des pays les moins avancés, comme ils l'ont fait à la COP27, grosso modo, très bien, les pays occidentaux, vous vous êtes développés depuis 2 siècles et demi, vous avez fait la révolution industrielle. Voilà. Donc le stock de gaz à effet de serre, c'est le vôtre. C'est le vôtre, voilà. Même s'il y a c'est contestable, parce qu'il y a quand même eu des effets favorables pour eux, du développement de l'Europe, des États-Unis, etc. Enfin bon, disons que ça fait partie des... Et puis il y a nécessité aussi d'une solidarité intergénérationnelle. C'est pas facile pour les politiques de dire, parce que le corps électoral dans les pays occidentaux, il est quand même assez senior. Oui. Surtout quand on tient compte du taux de participation. Donc c'est pas facile d'agir pour le monde et d'agir pour les générations futures, sachant qu'il faut être crédible. Parce que même en Chine, on n'ira pas jusqu'à surveiller le bilan carbone des 1,450 milliard de Chinois. Tous les jours, entreprises, ménages, etc. Donc il faut quand même que ça soit crédible pour que les comportements privés s'ajustent. Parce que si c'est pas crédible, c'est comme pour les banques centrales. Si elles ne sont pas crédibles dans la lutte contre l'inflation, l'inflation, elle se développe toute seule. Là, c'est pareil. Si les pouvoirs publics ne sont pas crédibles, ça ne va pas suivre. Et le job à venir, compte tenu des retards, il est énorme, parce qu'on doit décarboner le monde en quelques décennies, et on doit favoriser les énergies renouvelables. Alors, je ne veux pas non plus donner un tableau trop noir, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont pas mal par rapport à ce que je lisais il y a 15-20 ans sur les énergies renouvelables. Le coût a considérablement baissé, et plus que ce que je lisais. Le stockage a progressé. Ouais. Donc il y a eu des par exemple, l'industrie automobile, alors là, il y a une transformation, un virage radical, et qui s'est passé dans l'ensemble par rapport à ce qu'on pensait il y a 15-20 ans, plus rapidement, je trouve, au niveau mondial. Donc tout n'est pas noir, Jean-Pierre. Non, tout n'est pas noir. Quand on vous écoute, on se dit qu'on a envie de se tirer une balle. Non, justement, je voulais dire que tous ces risques que je mentionnais on a réussi à peu près à les historiquement,
historiquement, de toute façon, on a toujours réussi à surmonter, y compris les périodes de réchauffement antérieures. Il y a un historien, enfin, l'ancien conseiller scientifique d'Obama, qui a fait un bouquin qui est pas mal là-dessus. On a toujours réussi à surmonter les chocs. Donc on va y arriver, mais c'est très challenging, quoi. Et dans ce challenge, il y a effectivement des fractures géopolitiques qui se manifestent aujourd'hui et avec lesquelles il va falloir vivre. Sur la crise de l'énergie, oui. Beaucoup pensent qu'à la sortie de l'hiver, ce sera de l'histoire ancienne. Non. Ah non, on est rentré dans quoi? Eh ben, on est rentré dans une ère compliquée pour nous, Européens. C'est surtout ça. Si on devait mentionner le loser principal, enfin dans les grandes zones, grandes zones, c'est bien nous. Parce qu'on a subi la naïveté d'Angela Merkel sur le gaz russe. Elle a eu raison pendant de nombreuses années, puisqu'on a eu du gaz pas cher, le gaz c'était pas cher. Elle n'a jamais eu raison, Angela Merkel. Sur le gaz. Je l'ai condamnée dès qu'elle a été élue, enfin pas dès qu'elle a été élue, mais dans les premières années. Elle s'est trompée, alors si elle s'était trompée que sur le gaz, à la limite, ce serait pas très grave, mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire le procès. Sur la stratégie budgétaire qu'elle a imposée aux pays d'Europe du Sud, on ne se rend pas compte. Le choix du nucléaire, les choix migratoires qu'elle a imposés aux autres pays européens en 2015. Enfin, c'est le tout sans faire de réforme. Évidemment, les Allemands vont nous dire la dette publique, elle est mieux gérée, etc. Évidemment, si je fais aucun effort de défense, si je fais rien en termes d'infrastructure, si je fais rien en termes de transition climatique, ça c'est sûr que ma dette publique va mieux se porter. Et puis maintenant, on le voit aujourd'hui. Ils sont obligés de lâcher 200 milliards, 100 milliards, etc. Évidemment, ils sont obligés de se rattraper le temps perdu. Voilà. Donc cette crise énergétique en Europe va durer? Oui, elle va durer, mais on peut la surmonter. C'est-à-dire, elle va durer. Oui, elle va durer parce qu'on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole. Et surtout les hydrocarbures, on est quasiment, à part la Norvège, un peu les Pays-Bas, on n'est pas producteur. Et sur le reste, on a fait beaucoup d'erreurs sur le nucléaire. Et sur le renouvelable, on est en retard. Et l'hydraulique, on n'a pas beaucoup de marge de main-d'œuvre. Donc il n'y a pas 36 000 sources d'énergie. Voilà. Et donc, c'est le GNL américain qui nous a sauvés. Le gaz naturel liquéfié américain qui nous a sauvés cet hiver. Et même australien un peu. Oui. Voilà. Et voilà. Sauf qui nous a sauvés, oui. Oui, il nous a qui sauvés. S'est substitué au gaz russe. Oui, parce qu'ils ont innové dans le gaz de schiste. Non, mais là où je veux en venir, c'est que l'année prochaine, si l'économie chinoise se réouvre absolument, et repart, c'est une bonne remarque. Est-ce qu'on aura toujours le gaz américain Non, parce que les capacités, on a bien étudié ça au KFR, les capacités LNG ne sont pas énormes. C'est à la fois de liquéfaction et d'exportation. Ne sont pas énormes et sont très coûteuses d'ailleurs, soit dit en passant. Plus coûteuses que le gaz naturel traditionnel. Les capacités de la Norvège en termes de réserves potentielles sont assez limitées sur les 10 prochaines années. Sinon, il nous reste l'Azerbaïdjan et l'Algérie. Il n'y a pas des capacités énormes. Alors, au niveau mondial, oui, mais alors au niveau mondial, c'est où? C'est au Qatar. Bon, ça va. Apparemment, c'est notre ami. Voilà. L'Iran, alors là, c'est plus problématique. Le Turkménistan, c'est quand même plus problématique. Il va bien falloir suivre ce qui se passe en Asie centrale. C'est pour ça que les gens qui me disent Poutine perd, comme ça on va le déposer, ça va aller bien. Attention là, parce que moi je dis les problèmes géopolitiques risquent d'être plus importants si jamais on dépose Poutine que s'il reste. Alors je suis pas du tout favorable à Poutine. Poutine a fait l'erreur de sa vie. Il a un passif total. C'est un fiasco total son opération lancée le 24 février. Néanmoins, si on dépose Poutine, à mon avis, il y a plus de risques encore. C'est-à-dire l'état chaotique dans lequel se retrouverait l'État russe. Il y a des armées privées en Russie, il faut le savoir. Il n'y aurait plus aucune crédibilité de l'action publique dans toutes les provinces, les régions compliquées de Russie, notamment le Daghestan, notamment la Tchétchénie. En Asie centrale, il y aurait un vrai sujet, car il y a des tensions à l'intérieur des pays et entre les pays. Donc il y aurait un vrai problème. Et on ne sait pas où on irait, fondamentalement. N'oublions pas que c'est une puissance nucléaire, quand même. Donc, honnêtement, là, moi, je pense que déposer Poutine, c'est pas une très, très bonne idée. Dans cette séquence géopolitique chaotique, les Américains s'en sortent le mieux? Ah bah oui, dans l'ensemble, oui, bien sûr, parce qu'ils sont restés une puissance. Et notamment dans la partie, il y a plusieurs éléments dans la puissance, mais ils sont restés la première grande puissance militaire. Là, ça, c'est très utile quand il y a des conflits. Et ils sont restés une puissance énergétique. Parce que nous, on a refusé de devenir. On a été naïfs en Europe.
naïf et même on est très mal gouverné, il faut quand même bien le reconnaître. Bon, alors je disais tout à l'heure qu'on s'en sort pas trop mal, etc. Mais bon, je mentionnais Angela Merkel, mais bon, en France, on a quand même eu des gouvernants extrêmement médiocres. Là, au Royaume-Uni, je me souviens que lorsque la reine Elisabeth est décédée, on en nous a fait des tonnes sur les 70 ans de règne de la reine Elisabeth, mais regardez le bilan. Alors je sais bien que la reine n'en est pas forcément responsable, mais regardez le bilan depuis 70 ans du Royaume-Uni. C'est un pays désarticulé, divisé, avec la menace de sortie de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord, enfin inégalitaire, qui ne performe pas, qui s'est gouré à peu près dans tous les trucs, et qui a pris une décision il y a 6 ans et demi, qui se révèle aujourd'hui 6 ans et demi après, assez désastreuse. C'est-à-dire mais les Américains, en tout cas, sortent renforcés de cette séquence. Globalement, oui. Ouais. Globalement, oui, parce que la Chine est un peu affaiblie, alors à cause du zéro Covid, notamment à cause du zéro Covid, alors que dans un premier temps, en 2020, ils s'en étaient très bien sortis, parce que c'est une des rares zones dans le monde, avec Taïwan d'ailleurs, du monde chinois, qui avait connu une croissance positive en 2020. Oui. Ouais. Donc ils en étaient plutôt bien sortis, mais là, effectivement, avec Omicron, ça se passe mal, parce que le taux de séroprévalence est très bas, et parce qu'ils n'ont pas de vaccin national ARN messager, et qu'ils refusent d'en importer. D'un point de vue économique, Jean-Pierre, est-ce que 2023, ce sera mieux d'un point de vue économique que 2022? Ça dépend si tu prends la moyenne, et si tu prends la moyenne, non. Parce qu'on parle de récession, d'inflation qui ralentit, mais qui reste à haut niveau. Ce sera un monde de désinflation, je pense. Ça sera un monde de désinflation. 2023 ? Oui. Alors, pas désinflation, on ne retrouvera pas les 2%, d'ailleurs, qui ne correspondent à aucune optimalité prouvée. Ça, c'est encore un truc qu'on entend à longueur de temps, mais qui ne veut rien dire. Déjà, si on revient vers les 3, ce sera déjà pas mal, et je crois qu'on va vers ça, oui, absolument. En 2023, on reviendra vers 3% d'inflation. Oui, en fin d'année, plutôt. Alors, parce que nous, on a fait le calcul. Pour les États-Unis, on est autour de 4 au deuxième trimestre. En zone euro, on est à 6,5. Et puis après, au S2, ça baisse. C'est aussi le prix de la récession, des tendances récessives. Sachant que pour les États-Unis, c'est pas certain qu'ils rentrent en récession. Et puis c'est le prix aussi de la décélération de toutes les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, qui sont quand même considérables. Le prix du fret s'était effondré par rapport au niveau qu'on avait en début d'année. Et puis de la crédibilité, il faut quand même bien le reconnaître, la crédibilité des banques centrales, parce que les anticipations d'inflation ne se sont pas auto-alimenté. Quand on regarde les enquêtes auprès des ménages américains, et même des entreprises ou des marchés, les anticipations de moyen terme ont commencé à... Donc l'inflation, ça ira mieux. Récession. On est en récession déjà en zone euro. Enfin, dans l'Union européenne, je pense qu'on est au Royaume-Uni, on est déjà en récession. Un certain nombre de pays d'Europe centrale sont en récession. Ouais. Donc mais récession légère et acceptable ou récession plus prononcée, plus longue? Non, ça, pour l'instant, grâce à la baisse du prix du gaz, notamment de l'électricité depuis 3 mois. Qu'on explique comment d'ailleurs? Grâce aux stocks, parce que les stocks ont considérablement monté à 96% pratiquement. Et puis, alors là, j'écoutais votre interlocutrice auparavant, la consommation de gaz c'est entre le 1er octobre et le 31 mars, plus des 2 tiers. Et sur octobre-novembre, on a eu des températures largement au-dessus des moyennes saisonnières. Donc là, décembre se porte plus mal. C'est pour ça qu'on entend ces histoires de délestage. Mais grosso modo, on a quand même beaucoup gagné. Et la consommation de gaz, en volume, a décliné. Donc, par du rationnement volontaire ou involontaire, mais enfin bon, disons que ça évolue plutôt bien par rapport à ce qu'on pouvait craindre au début du mois de septembre. Donc, grosso modo, le choc récessif est un peu moins fort. Puis il y a tous les plans de soutien budgétaire, quand même, qui s'additionnent. Enfin, il se passe quasiment pas un jour sans que la Première ministre, en France, nous annonce un plan pour le bois, pour le fuel, pour le carburant, pour ce que tu veux, quoi. Pratiquement, dès qu'il y a un problème, il y a un chèque. Bon. Voilà. Sur les scénarios extrêmes, on va se quitter là-dessus, Jean-Pierre. Je lisais Saxo qui sort chaque année ces scénarios extrêmes en imaginant dans ses prévisions choc pour 2023 une démission du président de la République. On dit que ça peut être chance que ça se réalise. Non, mais c'est intéressant parce que c'est pas idiot d'anticiper les grands chocs qui peuvent provoquer des grands mouvements de marché. On sait que souvent ils sont déclenchés par des chocs. Qu'est-ce qu'on met quoi dans les scénarios extrêmes? Démission du président de la République, c'est arrivé qu'une seule fois dans toute l'histoire de la Ve République, c'est en 1969, mais c'est parce que le général de Gaulle s'y était engagé suite à l'échec de son référendum. Donc il n'y a pas de démission. Voilà. On met quoi dans les scénarios extrêmes dans les scénarios, de toute façon, en plus, ce qui se passe en France n'aurait pas d'impact global. Donc, les scénarios extrêmes, c'est une radicalisation sur le terrain ukrainien, par exemple. Ou une intervention, un raidissement encore plus marqué de la Chine à l'égard de Taïwan.
J'y crois pas, mais effectivement, ça fait partie des risques. J'y crois pas sur Taïwan parce que depuis le 24 février, on n'arrête pas. Enfin, j'ai plein d'investisseurs, je sais pas d'où ça sort, mais qui me racontent que c'est inéluctable, il va intervenir dès cette année, etc. Il faut juste rappeler qu'il y a 160 km de côte à Taïwan, que Taïwan se prépare à la guerre depuis 1949, pas depuis la semaine dernière. Et ça s'est renforcé au cours des années parce que Taïwan est devenu un pays riche. Le PIB par habitant est plus élevé qu'en France, il faut quand même le savoir. Ils ont des capacités, Taïwan. C'est un pays de 25 millions d'habitants qu'il n'est pas question de détruire pour la Chine. Enfin, il ne veut pas envahir Taïwan pour détruire. Ceux qui disent ça, se sont-ils interrogés sur les vraies capacités militaires de la République populaire de Chine, qui n'a aucune tradition d'intervention militaire extérieure, si ce n'est sur des micro-conflits. Il y a un conflit avec l'Inde sur la frontière indienne, et ils sont un petit peu intervenus à la fin des années 70 sur le conflit entre le Vietnam et le Cambodge, mais à part ça, il n'y a rien. Et puis, on croit que Xi Jinping pourrait décider tout seul, comme ça, comme Poutine le 24 février dernier, comme ça, parce que c'est pas du tout un type comme Poutine. C'est un type qui est quand même fondamentalement favorable à la stabilité, plutôt rationnelle. Il va pas s'engager, parce que d'ailleurs, s'il se plante, le risque est totalement symétrique. On croit qu'il peut prendre le risque, et puis ensuite, s'il se plante, c'est pas grave. Non, il dégage. Les régimes communistes, ça dégage. Khrouchtchev, lorsqu'il a pris son initiative en 62, il a fallu 3 ans, il a fallu même pas 18-24 mois pour le dégager. Tout successeur de Staline qu'il était. Donc voilà. On sera mieux fin 2023 qu'on est aujourd'hui, avec une année en 2 temps peut-être compliquée d'un point de vue économique sur le début de l'année. Enfin, on sera un peu mieux en Europe par rapport à aujourd'hui, parce que là on est en négatif. On sera mieux parce qu'il y aura moins d'inflation. Oui, on sera mieux de ce point de vue, mais la crise de l'énergie, les tensions sur les énergies fossiles, alors on a quelques petites marges de manœuvre sur le nucléaire, peut-être sur l'hydraulique s'il y a moins de sécheresse. Enfin bon, bref, on sera peut-être un petit poil mieux éventuellement sur le dossier du gaz et de l'électricité. Voilà. Et entre-temps, ce sera reparlé, vous serez repassé nous voir. Bien sûr. Merci d'être venu. Jean-Pierre Petit, donc, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.